Mais d'abord, le récit de ce que l'on croyait être le dernier Conseil des ministres du gouvernement Castex, qui aura droit finalement à une semaine de rab civil de lettres. Une photo souvenir comme pour immortaliser le premier et possible dernier Conseil des ministres après la victoire d'Emmanuel Macron. Mais les ministres eux-mêmes s'y sont trompés et ont fait marche arrière. Il semble bien que le gouvernement Castex se retrouvera une fois de plus la semaine prochaine. Le Conseil des ministres de la semaine prochaine n'a, je ne crois, pas encore été convoqué, mais je crois que j'ai été assez clair avec vous sur le fait que je ne vous ai pas annoncé ici qu'il s'agissait du dernier Conseil des ministres. Ce Conseil des ministres a été l'occasion de revenir sur le score d'Emmanuel Macron au second tour, moins élevé qu'il y a 5 ans, un score qui impose de nouvelles méthodes. Nous entendrons tous les messages des urnes, nous répondrons aux colères et aux inquiétudes des Français, nous relèverons les défis qui se dressent devant nous. Le quinquennat qui s'ouvre sera collectif pour les Français, auprès des Français, avec eux. Un changement sur la forme et le fond, mais avec quelle équipe? Si Emmanuel Macron prend son temps, il a dressé hier, lors de son déplacement à Cergy, un portrait robot du futur locataire de Matignon. Moi qui crois au dépassement, la couleur politique ne dit pas tout. Je mènerai quelqu'un qui est attaché à la question sociale et à la question environnementale, à la question productive. Un portrait qui pourrait correspondre à Elisabeth Borne. Femme de gauche, elle a conduit avec succès les réformes de l'apprentissage et de l'assurance chômage. D'autres noms circulent parmi les membres du gouvernement, comme Julien de Normandie, mais il pourrait aussi s'agir d'une personnalité extérieure. En attendant, Jean Castex devrait jouer les prolongations au moins jusqu'au milieu de la semaine prochaine. S'il n'existe aucune règle, le Premier ministre avait confirmé qu'il suivrait la tradition et démissionnerait quelques jours après l'élection présidentielle. Voilà l'actualité politique de cette journée marquée par le fait que le président finalement a décidé de prendre son temps. On en débat tout de suite avec mes invités. Nathalie Segonne, bonsoir, bienvenue. Vous êtes journaliste Merci. à l'Opinion. Bérangère Bonde, bonsoir. Bienvenue à vous aussi, journaliste, essayiste, auteur de cette biographie d'Édouard Philippe, Le Sioux, qui est publiée aux éditions de l'Archipel. J'accueille également Benjamin Morel, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, heureux de vous retrouver, maître de conférence en droit public à l'Université Paris II, Panthéon Assas, et Laetitia Krupa. Bonsoir Thomas. Éditorialiste politique. Bienvenue à vous aussi, Nathalie Segonne. Comment vous expliquez ce petite surprise, pas non plus un fait majeur dans l'histoire politique de la Ve République, mais le fait que Emmanuel Macron ait décidé de prendre son temps? C'est une constante chez Emmanuel Macron. On a quand même observé dans le premier quinquennat qu'à chaque fois, il prend son temps. Il met du temps. Je pense qu'il a... Alors, son entourage dit souvent qu'il n'a pas tout à fait les qualités d'un DRH, d'un bon DRH. Il a du mal à choisir, il a du mal à trouver les personnes. Donc, souvenez-vous, pour remplacer Gérard Collomb, il a quand même mis 15 jours. Oui, un poste et Édouard Philippe au ministère de l'Intérieur, de ministre de l'Intérieur, en mettant Édouard Philippe à la place. Donc là, voilà, il fait du Macron. Je pense que ça l'amuse aussi un peu de mettre tout le monde le supplice chinois pour les ministres. Je pense qu'il doit y prendre un certain plaisir. Pour les journalistes aussi, il aime montrer qu'il est le maître des horloges, comme on dit autour de lui. Donc ça correspond à sa personnalité. Après, il y a une équation politique extrêmement complexe à résoudre sur ce poste de Premier ministre, puisqu'il a lui-même annoncé qu'il serait chargé de la transition écologique. Donc il faut qu'il y ait une donnée de ce côté-là. Il y a la bataille des législatives à mener. Donc c'est sans doute lui qui l'amènera en premier, mais enfin il faut quand même quelqu'un qui donne une impulsion derrière, parce que quitte à changer Jean Castex, qui est excellent sous tout rapport, dont on nous a dit qu'il était parfait, qu'il était le Premier ministre parfait, autant mettre quelqu'un qui a un poids politique, enfin qui impulse. Quand même mener le combat des législatives aussi. Qui mène quand même le combat, donc c'est compliqué, et je pense qu'on attendra encore longtemps derrière pour le gouvernement au complet. C'est-à-dire qu'on est loin du compte. On annonçait un premier gouvernement resserré, Bérangère Bonde. Moi depuis que j'ai appris cette mail, je me suis mis un peu à la place des ministres. C'est quand même le supplice chinois là, de la goutte d'eau. Enfin, ils avaient déjà fait les cartons, ils étaient prêts à partir. Alors ça, c'est assez classique, mais ils ont reçu le mail hier. Voici comment on quitte le cabinet, marche à suivre, archivage, vous détruisez ça, vous gardez ça. Ce qui met une atmosphère un peu particulière, bon, même si tout le monde s'y attend. Après,
il prend son temps, mais imaginez ce qu'on dirait si le gouvernement était déjà prêt. Il y aurait, Dieu sait qu'on a souligné à quel point, où certains ont accusé d'avoir voulu enjamber l'élection. S'il dégainait tout de suite comme ça son nouveau gouvernement, ça pourrait faire aussi mauvais genre. Là, il prend le temps d'entendre le résultat et de réfléchir et puis de recueillir les réponses éventuelles des personnes qui sollicitent, parce qu'après tout, l'équation est complexe pour lui, mais l'équation est complexe pour les Verts éventuellement qu'il essaie d'emmener dans son escarcelle, la gauche, la droite, enfin voilà, c'est compliqué pour tout le monde. Oui, et puis au rythme on y reviendra sur le nom du Premier ministre, mais il y a des noms qui sortent, des démentis, bref, c'est quand même un jeu un peu particulier. Benjamin Morel, il ne le fera pas, mais il pourrait renommer le même gouvernement. Rien ne l'en empêche dans la Constitution. Il pourrait tout à fait, d'ailleurs Jean Castex n'est pas obligé de présenter sa démission, c'est-à-dire que constitutionnellement, il pourrait potentiellement rester. Après, vous avez 3 enjeux, je pense, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu d'arrière-ban, en effet, où on sait qu'Emmanuel Macron a toujours du mal à trouver des personnalités qui pourraient convenir à lui-même et à son gouvernement. On parlait tout à l'heure du remplacement de Gérard Collomb. L'autre aspect, c'est qu'on ne sait pas exactement comment vont se jouer ces législatives. C'est pas du tout la même chose si on a des élections législatives qui se font, un peu, je dirais, de manière confidentielle, et si on n'a pas de vraie campagne, si on a une dépolitisation de l'élection et un fort taux d'abstention, ça veut dire que l'électorat de centre-droit va être primordial. Si au contraire, on a une législative très politisée, c'est pas tout à fait le même profil de campagne, vous voyez, et donc c'est peut-être pas tout à fait le même profil de Premier ministre, et à ce stade-là, bien malin sera. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. Ces 2 cas de figure, pour l'instant, on ne sait pas. Ça peut pencher d'un côté ou de l'autre. À quoi ressembleront les législatives ? Je reste très très dubitatif. On n'a pas encore vraiment de signe. On sait que la gauche essaye de mobiliser, la droite est plus en difficulté et aurait plus intérêt à une élection plutôt locale, je dirais. Donc pour l'instant, c'est vraiment trop tôt pour le dire. Et le troisième élément, c'est que entre les présidentielles et les législatives, on l'a dit souvent, vous avez un temps de latence important. Et donc à partir de là, l'effet de souffle de la présidentielle n'aura pas lieu si vous nommez un nouveau gouvernement. Si vous avez un effet waouh avec quelques ministres, ça peut malgré tout compter et ça peut permettre de redynamiser. Il ne faut pas oublier que le premier mandat d'Emmanuel Macron n'est pas encore terminé. Il se termine le 13 mai. Oui. Jusqu'au 13 mai, on est encore lors du premier mandat. On ne passera au second que le 14. Mais qu'est-ce qu'ils font dans les ministères ? Plus rien ? Ils expédient des affaires courantes. Parce que qu'est-ce qui va se passer mercredi prochain, Conseil des ministres? Est-ce qu'il y aura un texte, une loi à l'ordre du jour? Vous savez comme moi vous savez comme moi que il y a l'expédition des affaires courantes, etc. Oui, mais le Parlement ne siège plus en formation législative actuellement. Il pourrait en revanche, on pourrait très bien imaginer qu'il soit reconvoqué entre maintenant et les législatives. Mais pour l'instant, on est en effet dans l'expédition des affaires courantes. Emmanuel Macron, qui est la cible préférée des insoumis de Jean-Luc Mélenchon. La preuve avec ce dérapage signé François Ruffin, député de la Somme, c'était ce matin sur France Inter. Aujourd'hui, il y a un drapeau de la gauche qui est haut, qui peut briller, alors qu'elle pourrait ne plus exister. Quand on a eu 5 ans de Hollande et que son héritier, son fils ou son bâtard, Emmanuel Macron, est présenté comme étant la continuité de cette gauche-là, ça pourrait être laminé dans le pays. Ça ne l'est pas. Laetitia, c'est un dérapage, mais il est parfaitement contrôlé. Évidemment, vous avez bien vu qu'il scande sa phrase jusqu'à ce mot qu'il a préparé en amont, qu'il a peut-être déjà utilisé, parce qu'il a l'habitude justement d'utiliser un vocabulaire très dur. Il s'est posé comme le principal opposant à Emmanuel Macron quand Emmanuel Macron est arrivé à l'Élysée. Sauf que il est toujours dans l'ombre de Jean-Luc Mélenchon qui n'a pas voulu céder sa place. Mais c'est vrai que François Ruffin, tout de suite, on peut vraiment retracer son opposition à Emmanuel Macron. Il avait aussi écrit un livre où il le tutoyait. Il fallait voir les qualificatifs qu'il employait pour qualifier Emmanuel Macron. Donc moi, ça ne m'a pas vraiment surprise, si vous voulez, parce que encore une fois, ça appartient au vocabulaire de François Ruffin dans, encore une fois, la mise en scène de son opposition à Emmanuel Macron, qui, je vous le rappelle, est son ancien copain de lycée. Et donc, il y a une histoire commune entre ces deux hommes qui date de l'adolescence et qui, aujourd'hui, finit, à mon avis, c'est vraiment dans une mise en scène qui est un tout petit peu trop caricaturale. Nathalie Segonde, quand vous entendez cette phrase, vous dites, après tout, une parmi d'autres, ou au contraire, c'est révélateur quand même? Alors, je ne vous cache pas que je l'ai entendu ce matin, que je n'ai pas sursauté, parce que ça fait partie un peu de son style, à Ruffin. Après, il faut le remettre dans le contexte. LFI, ils ont une bataille à mener, là, qui vont mener très fortement. On l'a vu déjà quand Mélenchon reprend Bruno Le Maire sur l'histoire du 49-3 très violemment, au point que le maire est obligé de reculer. Ils ont une bataille à mener qui est celle d'être la principale force d'opposition à l'Assemblée, au minimum.
si ce n'est remporté, mais personne n'y croit. Ça justifie d'employer des mots comme cela, quoi, je sais pas, traiter le président de la République de bâtard. Moi, je veux bien, mais après, il faut se poser la question de la responsabilité des personnalités publiques quand ça diffuse, quand ça infuse dans l'opinion publique. Quand on est dans la radicalité, il n'y a plus de limite. Après, Emmanuel Macron, il parle d'emmerder les Français. Oui. Vous voyez, on est quand même là dans une génération de politiques qui a franchi une certaine barrière du langage, qui est passé dans un langage beaucoup plus familier. Mais je pense que cette bataille, le ton de cette campagne, ils ont intérêt, LFI, à garder leur électorat mobilisé jusqu'en juin. Ça va être très dur. Donc plus ça ira, plus ils taperont fort et plus ils seront violents à l'égard d'Emmanuel Macron. Moi, je l'interprète comme ça. Donc campagne forcément dure, peut-être violente à venir, Benjamin Morel ? Oui, il faut politiser. C'est-à-dire que normalement, qu'est-ce qui se passe ? On dit souvent, lors des élections législatives, les Français veulent donner une majorité au président de la République. C'est pas vrai, en fait. Ce qui se passe lors des législatives post-présidentielles, c'est que l'électorat de la majorité est mobilisé, il y croit, et donc il va voter. L'électorat de l'opposition, lui, se démobilise. Si vous voulez l'emporter, vous devez mobiliser cet électorat et vous avez 2 mois pour le faire. Mais évidemment, si cet électorat commence à rentrer dans une forme d'apathie, si jamais il n'entend plus parler de la politique ou qu'il ne voit plus de politique, eh bien à ce moment-là, il ne viendra pas voter. Et l'électorat LFI est un électorat relativement abstentionniste, en tout cas beaucoup plus abstentionniste que l'électorat de La République En Marche. Donc il faut cliver, et il faut cliver sur les thèmes de l'AFI pour arriver à mobiliser cette base électorale. On peut penser ce qu'on veut ensuite de la forme, etc. Mais du point de vue purement politique, du point de vue purement électoral, c'est pas idiot. Bérangère, donc les députés LFI, c'est assez intéressant parce que dans plusieurs interviews radio ou télé, on leur pose la question de l'éventualité d'une défaite législative, même si Jean-Luc Mélenchon se voit Premier ministre, et il se projette déjà dans l'après, dans la défaite et dans le fait de combattre dans la rue les futures réformes d'Emmanuel Macron et notamment la réforme des retraites. Est-ce que c'est quand même pas un peu particulier, juste après un scrutin c'est comme si la présidentielle servait à rien, vous voyez ce que je veux dire, en quelque sorte? Oui, alors il y a une... Un président est élu, on peut considérer comme normal qu'il applique son programme. Mais ils ont en ligne de mire ce 3e tour depuis le début, les mélenchonistes, et la particularité de ce 2e tour Macron-Le Pen, même si c'est déjà la 2e fois, et même la 3e si on considère 2002, fait que pour eux, effectivement, c'est un 2e tour qui ne compte pas, qui n'a pas la même valeur. Après, ils se voient déjà dans la rue, imaginant aussi, est-ce que c'est une forme de lucidité aussi de se dire que tout ça, que le fameux Mélenchon à Matignon n'aura pas lieu. Enfin, je veux dire, d'une certaine façon, c'est ça que ça veut dire aussi, c'est que leur place sera dans la rue pendant le quinquennat. Je vais un peu nuancer, Thomas, ce que vous dites, parce que dimanche soir, il y avait sur le plateau, à l'émission dans laquelle j'ai participé, Julien Audoul, donc RN, il y avait aussi une représentante d'Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise, et ils avaient tous ce discours, c'est-à-dire que tous, ils ont tenté d'instrumentaliser cette colère que le RN le fait aussi, dormante, tout le monde, c'est-à-dire que toute l'opposition, et c'était même choquant, c'est-à-dire qu'on leur a quand même rétorqué que là il y avait un risque d'embrasement et qu'il y aurait une responsabilité de l'opposition. Ça leur semblait pas vraiment valable comme argument. Après tout, et vous avez raison, je pense qu'on en est là, c'est-à-dire que dans les mots, oui, c'est violent. Moi, je préfère honnêtement que ça reste dans les mots, que là, c'est carrément un appel à descendre dans la rue. Ils appelaient tous les Français mécontents, ceux qui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron, à venir manifester leur colère. Ouais. C'est dangereux. Alors, je ne pense pas que ce soit la réforme la plus attendue par nos concitoyens et qu'elle ait forcément un effet apaisant, mais Benjamin Morel, est-ce que Emmanuel Macron doit rapidement mettre en place cette commission transpartisane pour réformer nos institutions? Est-ce que c'est un message qui peut être important là dans cette avant législative? Alors, si jamais il y a 2 éléments pour réformer les institutions, le mode de scrutin, ça peut passer par une loi ordinaire. On pourrait imaginer la proportionnelle relativement rapidement. Évidemment, ce serait se tirer une balle dans le pied avant les prochaines législatives. Juridiquement, c'est possible. Mais ce sera probablement... Avant le 12 juin, c'est possible? C'est possible, oui. Vous convoquez le Parlement, etc. Il n'y a pas... on dit beaucoup, il faut que ce soit réformé 1 an au moins avant. Oui. C'est conventionnel. Il n'y a aucune contrainte constitutionnelle. On pourrait le faire. Mais évidemment, ce serait se tirer une balle dans le pied pour Emmanuel Macron. Il préfère laisser ce cadeau-là à Édouard Philippe ou à son successeur. Donc, on aura peut-être de la proportionnelle, mais en 2027. Ensuite, le reste nécessite une révision constitutionnelle, donc l'aval du Sénat. Aller mettre d'accord la majorité de droite sénatoriale et les revendications de l'AFI et du Rassemblement national, bon courage évidemment. C'est-à-dire que pour le coup, il peut y avoir une commission,
mais cette commission enfantera difficilement quelque chose de consensuel entre les oppositions elles-mêmes. Donc, il y aura probablement quelque chose qui sera lancé. Il ne faut pas lui donner non plus trop d'importance. Évidemment, je plaide un peu contre ma paroisse parce que je suis constitutionnaliste. Mais quand vous prenez un sondage IFOP en février 2020, en pleine crise des Gilets jaunes, sur les priorités des Français, les questions institutionnelles, on est en plein débat sur le RIC, sont une priorité pour 6% des Français. Oui, donc, on ne sort pas d'une crise par les institutions, même si, évidemment, c'est important. Avec peut-être, j'ai lu ça dans l'Obs, un François Hollande qui pourrait être nommé, en tout cas, et ça aurait été proposé par Emmanuel Macron à François Hollande de diriger cette commission transpartisane. Hein, il a refusé de répondre ce matin. Oui, à cette question, effectivement. Alors, on va prendre un peu de temps pour se concentrer sur le nom et la personnalité du Premier ministre. On l'a un peu évoqué avec vous, Nathalie Segonde. Laetitia, vous avez tenté, à partir des déclarations publiques faites par les uns et les autres, de dresser une sorte de portrait robot. Oui, en premier lieu d'Emmanuel Macron, parce que c'est lui qui s'amuse à jouer un peu avec les journalistes, les médias, qui sont très excités avec ce feuilleton qui pour succéder à Jean Castex. Je vous invite juste à regarder les JT, je vous assure, il y avait une petite musique comme ça qui faisait monter le suspense. On serait cru dans une série Netflix. Donc le président, il a donné le premier indice, déjà entre les deux tours, à son meeting à Marseille. Écoutez. Pour placer l'écologie au cœur du nouveau paradigme politique, comme au XIXe siècle, où face aux défis éducatifs, Jules Ferry était à la fois président du Conseil et ministre de l'Instruction publique. Mon prochain Premier ministre sera directement chargé de la planification écologique. La planification écologique, c'est un terme de Jean-Luc Mélenchon. Je doute que ce soit quand même la priorité pour Emmanuel Macron. Mais alors, premier indice, il sera, ou elle sera écolo. Et pourquoi je vous dis elle ? Parce que lundi matin, Clément Beaune, secrétaire d'État aux Affaires européennes, donne un deuxième indice. Le président a eu l'occasion de s'exprimer. Il aurait le souhait d'avoir évidemment une nomination féminine à Matignon. Voilà, donc on résume, un écolo, une femme écolo. On va s'arrêter là. Eh bien non, puisqu'on l'a passé dans le sujet. Mais alors vraiment, c'est tellement compliqué à comprendre que personne ne l'a retenu. Mais Emmanuel Macron, hier en déplacement à Cergy, redonne un troisième indice sur cette future Premier ministre. Je pense qu'on n'a pas le son, mais dans la voix, il dit... Alors, il sera attaché à la question sociale, environnementale et productive. Ça arrive. Des fois, les sons partent pas. Désolé. Donc, l'important, c'est qu'on a compris ce qu'il rajoutait. Attaché à la question sociale, environnementale et productive. Alors, oui, rajouter productif, c'est pas totalement neutre. Ça veut dire qu'on va peut-être pas jusqu'à la décroissance d'une partie d'Europe Écologie des Verts, c'est ça. Si quelqu'un a compris ici mieux que moi, mais il me semble que ça donne un indice sur non à une personnalité qui sera en faveur de la décroissance. Mais tout ce qu'on sait, c'est que Emmanuel Macron hésite, et vous avez tout à fait raison, il hésite. Il prend quand même quelques conseils. On sait que, in fine, c'est toujours lui qui décide tout seul. Et vous l'avez dit aussi, Benjamin Morel, il a jusqu'au 13 mai, puisque son mandat va jusqu'au 13 mai. Alors, les sources bien informées parlent du 8 mai. Voilà, pour notamment Bruno Jeudi, je vais le citer dans Paris Match, du 8 mai pour la nomination du successeur ou de celle qui succédera, parce que je ne sais pas comment on le dit au féminin, à Jean Castex. Bérengère Bonte, le troisième Premier ministre d'Emmanuel Macron, ça doit être plutôt un technicien façon Castex, un politique façon Philippe ? Un mouton à trois pattes avec toutes les qualités possibles. Moi, il me semble qu'il l'a tellement dit qu'une femme, ce serait quand même. Il y songeait déjà en 2017. Il faut se souvenir que très vite, le principal candidat, c'était dans l'esprit d'Emmanuel Macron, c'était Édouard Philippe. Mais le nom de Nathalie Kosciusko-Morizet avait déjà traversé son esprit. On avait même parlé de Valérie Pécresse. Enfin, il cherchait une femme. Bon, puis il n'a pas trouvé. Elle ne remplissait pas tous les critères. Mais donc, je pense, une femme, cette histoire d'environnement, évidemment, est centrale. Il en parle depuis Marseille, il en parle, le résultat l'y incite. Mais du coup, si on veut faire femme écolo, on arrive quand même à un choix qui se réduit. On a
moi, c'est drôle, ça fait des mois que j'imagine comme ça, pardon, mais dans mon salon, que si j'étais Emmanuel Macron, j'irais chercher Nathalie Kosciusko-Morizet, qui a cette légitimité, qui a été ministre de l'écologie de Nicolas Sarkozy. Elle a dit clairement sur RTL ce matin que c'était non. Après, ceux qui disent non, dans un premier temps, ne sont pas forcément... Elle est complètement sortie de la vie politique, c'est pas Elle est sortie de la vie politique, mais elle a d'autres handicaps. Je pense que c'est un caractère un petit peu. Ah oui, son image est quand même trempée, et qu'avec Emmanuel Macron, ça peut être compliqué. On a parlé aussi beaucoup de Carole Delga. Là, pour le coup, ça règle d'autres. La présidente de la région Occitanie. On est socialiste. À gauche. Je pense que ce serait un drôle de choix de sa part à elle. Elle a démenti. Voilà. Je ne suis pas avant. Et tout ça est compliqué. Et du coup, je pense que ce critère environnemental est central. Sandrine Rousseau, non. Elisabeth Borne. Certes, elle a été ministre en charge des dossiers. Parlez-en aux ONG, parlez-en aux différents acteurs environnementaux. Ils ne sont pas convaincus par la fibre environnementale d'Elisabeth Borne. Et quant aux Verts, je ne vois pas qui, parmi les Verts, après les expériences Hulot, Duflot et autres, aurait envie d'aller se mettre dans cette galère. Ouais. Yannick Jadot a démenti lui aussi, parce qu'il faisait partie des non-cités. Oui, parce qu'il n'avait pas été très clair l'autre matin sur France Inter, il laissait quand même la porte ouverte. Moi, je pense qu'il aura quand même envie de surprendre. C'est pour ça que le nom d'Elisabeth Borne me convient pas du tout. C'est-à-dire qu'il va vouloir afficher une prise de guerre, à mon avis. Peut-être quelqu'un qui vient de la société civile, certainement. Ou de la gauche. Alors, moi, une prise de guerre à gauche, parce que les prises de guerre à droite, il y en a déjà eu beaucoup. Voilà, une prise de. Alors il a tout un entourage quand même qui le pousse beaucoup à prendre quelqu'un qui vient de la gauche pour rééquilibrer par rapport à ce qui s'est passé dans le premier quinquennat, parce qu'ils ont peur législative de se faire piquer des circonscriptions par la gauche. Et il y a quelqu'un que Emmanuel Macron essaie de convaincre depuis très longtemps, depuis le début du quinquennat, qui n'est pas parvenu pour l'instant à attirer dans ses filets, c'est Valérie Rabault. Il est très convaincu de ses qualités, de sa compétence. C'est quelqu'un de très sérieux, de très solide sur le fond. Alors Valérie Rabault n'est pas très populaire. Elle n'est pas du tout populaire, mais franchement, c'est une femme. Philippe l'était pas. Hein. Voilà. Elle n'est pas connue non plus, pas plus que l'était Édouard Philippe en 2017. Voilà, je pense qu'il va chercher à faire un coup dans ce style-là. Je ne le vois pas du tout prendre un de ses ministres actuels ou quelqu'un de très connu. Alors, Benjamin Morel, c'est un nouveau binôme exécutif qu'on va pouvoir commenter quand on le connaîtra. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'équilibre de ce binôme, il a quand même été transformé depuis le passage au quinquennat. Si on compare les binômes des mandats de Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand ou même Jacques Chirac à ceux de Nicolas Sarkozy, François Hollande et là Emmanuel Macron, c'est plus du tout le même équilibre. Il a été profondément transformé parce qu'en réalité, c'est toute l'alchimie de la Ve République qui a été transformée. L'alchimie entre au moins 3 pôles. Président, Premier ministre, majorité parlementaire et parti politique majoritaire. Et aujourd'hui, vous avez des partis qui sont déliquescents. La République En Marche est un parti au sens juridique, mais au sens sociologique, c'est pas quelque chose qui vous a pris à la sortie du lycée, qui vous a formé dans une tradition politique, etc. La majorité parlementaire a été à la fois très disciplinée et très déstructurée. Et donc, on n'a plus du tout la même situation. Et donc, à partir de là, le rôle du Premier ministre n'est pas tout à fait le même. Et malgré tout, ce rôle, il va devoir être important lors du prochain quinquennat. Parce que si on a une majorité parlementaire, il y a une possibilité, vous voyez, on va y revenir, mais toutes les difficultés aujourd'hui à traiter avec Horizon pour la majorité, il y a une possibilité que cette majorité, très rapidement, soit une majorité qui se déstructure. Et le président de la République ne peut pas être au Parlement. Sauf à le réunir en congrès, etc., article 18, il ne peut pas être au Parlement. Il ne peut pas maîtriser directement sa majorité. Il a besoin d'un ministre et d'un chef de gouvernement qui, malgré tout, joue ce rôle-là. Et donc, ce faisant, il va falloir un ministre. Je ne peux pas vous donner de nom, parce que d'abord, les 2 derniers, je ne les avais pas du tout vus venir. Et par ailleurs, ce n'est pas là où je suis le meilleur, mais dans la divination. Mais malgré tout, vous avez plusieurs nécessités pour lui. Il faut que vous ayez un ministre assez politique pour tenir une majorité. Et il faut que vous ayez un ministre peut-être de gauche, mais qui tient malgré tout la base électorale. La base électorale aujourd'hui de La République En Marche, elle demeure quand même aux 2 tiers à droite. Et cette base électorale, si notamment les élections conduisent à une forte abstention, eh bien c'est une base électorale qu'on a retrouvée au municipal, au départemental, au régional. Et à ce moment-là, elle a voté quoi ? Elle a voté LR.
Et entre un député qui va être un député pas du tout implanté, venant de l'AREM, parce qu'en fait, fin du cumul des mandats, etc., et un maire, etc., qui, LR, s'est implanté depuis des années, il y a un risque que malgré tout, dans des élections ultra-locales, eh bien, l'absence de vraie campagne nationale joue contre la majorité. Donc malgré tout, il faut un politique qui parle au moins un peu à l'électorat de centre-droit. Alors justement, vous évoquiez la question du parti d'Édouard Philippe, le parti Horizon. Alexandre Poussard, vous pouvez nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir. Alexandre, il y a manifestement un peu de friture sur la ligne entre La République En Marche et Horizon. Effectivement. Alors Thomas, pour bien comprendre, on va d'abord rappeler quels sont les objectifs d'Édouard Philippe et de son nouveau parti Horizon dans cette campagne des élections législatives. Premier objectif, eh bien, investir au moins 50 candidats dans ces élections, des candidats dans 50 circonscriptions. C'est le seuil pour obtenir les subventions de l'État aux partis politiques et ça c'est très important pour Horizon. Le second objectif d'Édouard Philippe, c'est de créer un groupe politique Horizon à l'Assemblée nationale et pour cela, il faut avoir au moins 15 députés. Alors ce sont des objectifs largement atteignables pour ce parti, mais le problème c'est qu'Horizon, qui appartient à la majorité présidentielle, eh bien pour l'instant, ils sont exclus des discussions autour d'Emmanuel Macron sur la campagne des législatives. Par exemple, cette semaine, le parti s'est dit, je cite, surpris de ne pas avoir été convié à une réunion à l'Élysée sur les futurs candidats qui vont être investis par la majorité présidentielle. Et du côté des responsables politiques qui ont rejoint Horizon, eh bien, on estime que ce parti doit avoir sa place autour de la table, notamment pour convaincre les électeurs de droite dans cette campagne. On va écouter Frédéric Valtou, le maire Horizon de Fontainebleau, sur les images de Samia Dechir. Je crois que c'est l'intérêt du président de la République et d'En Marche de bien comprendre que Horizon, c'est une jambe droite qui est solide, qui est loyale et qui est solide. Et que on a vu le vote des Français. La France est quand même très à droite. Et l'électorat de droite fidèle à Emmanuel Macron, eh bien, il doit se retrouver au moment des législatives. Alors, quand on regarde la répartition actuelle des sièges de l'Assemblée nationale, eh bien, on comprend qu'il y a une difficulté pour Édouard Philippe, c'est que la majorité actuelle présidentielle, eh bien, elle est pléthorique avec près de 350 députés, si on compte La République En Marche, le MoDem, Agir, et les députés sortants qui veulent se représenter, eh bien, ils vont être naturellement investis. Donc, l'objectif pour Horizon et pour Édouard Philippe, c'est d'aller chercher les sièges des Républicains. Ils en ont actuellement une centaine, et on sait que le parti Les Républicains est actuellement très affaibli après le faible score de Valérie Pécresse à la présidentielle. Encore faut-il qu'Emmanuel Macron accepte de donner cet espace à Édouard Philippe et c'est pas gagné. Et derrière ce manque d'espace, il y a une stratégie du président de la République. Eh bien oui, au départ, le chef de l'État, il voulait créer un nouveau parti unique pour maîtriser les petits partis satellites de sa majorité comme Horizon. François Bayrou et Édouard Philippe ont dit non, donc cette idée est écartée. Et en tout cas, le but d'Emmanuel Macron, c'est de limiter au maximum le développement d'Horizon, car il estime que son ancien Premier ministre, eh bien, il a une seule idée en tête, c'est de viser la présidentielle 2027 et qu'il pourrait faire entendre trop fortement sa voix dans ce nouveau quinquennat. Emmanuel Macron, il a un très mauvais souvenir, c'est la période des frondeurs qui ont fragilisé le quinquennat de François Hollande. Et d'ailleurs, en janvier dernier, eh bien, le chef de l'État, il a interdit aux députés du groupe Agir, c'est la droite Macron compatible à l'Assemblée nationale, et notamment à leur chef Franck Riester, il leur a interdit de rejoindre les rangs d'Horizon comme c'était prévu. Le chef de l'État, il est intervenu directement dans ce dossier et c'est très mal passé chez les soutiens d'Édouard Philippe. Je l'ai vécu pas très bien parce que les engagements de Franck Riester à l'époque étaient d'aller vers la fusion avec Horizon. Et je rappelle que Agir a été créé en 2018 justement parce qu'il s'agissait d'accompagner Édouard Philippe et de préparer, c'est-à-dire un parti politique pour Édouard Philippe. Donc quelque part, le contrat moral de départ était clair et l'engagement lorsqu'a été lancée l'idée de la fusion avec Horizon était clair aussi. Mais voilà, Emmanuel Macron est passé par là, il a mis un petit coup de canif dans le contrat. On va finir par une citation, celle de Nicolas Sarkozy, qui rencontre souvent l'actuel président. Et en sortant de l'Élysée, il dit à ses proches, je le cite, l'obsession de Macron, c'est Édouard Philippe. À voir maintenant si cette obsession va virer à la guerre ouverte. Le summum, ce serait d'avoir des affrontements entre des candidats philippistes et des candidats macronistes dans certaines circonscriptions. On n'en est pas du tout là. En tout cas, eh bien, les deux camps ont encore jusqu'au 16 mai pour s'entendre. C'est la date de fin de dépôt des candidatures. Merci Alexandre pour tous ces détails. Bérangère Bonte, je rappelle que vous avez publié une biographie d'Édouard Philippe, le Sioux, cette édition de l'Archipel. Pourquoi cette hostilité entre le président et son ancien Premier ministre? Est-ce que c'est juste de la stratégie politique ou est-ce que ça va au-delà? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus personnel?
Alors, sur le plan personnel, il n'y a jamais rien eu, en fait, ou jamais rien eu de fort. Et pour le coup, parfois, ça aide à arrondir les angles. Ça n'existe pas. Il y a eu pendant 3 ans une façade propre, tenue, pas, vous vous souvenez, pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette. Donc, tout ça, voilà. Avec le temps, on a quand même compris qu'il y avait eu un certain nombre de désaccords, et pas que sur la communication, mais sur les 80 km/h, sur les retraites, sur le mode de déconfinement. Enfin, il y a eu quand même des nuances. À la fin de l'histoire, Emmanuel Macron vire son Premier ministre. Et là démarre une nouvelle histoire. C'est-à-dire qu'il a gagné dans tout ça une popularité énorme, qui ne fait pas très plaisir à Emmanuel Macron, qui fait craindre pas mal de choses à Emmanuel Macron. Mais du coup, il faut bien... il est à la fois très populaire et il est, vous savez, loyal et libre. Il n'a jamais adhéré à En Marche, il donne pas énormément de gages. L'entourage d'Édouard Philippe vous dit que si, il a fait cette campagne, etc. En vrai, on l'a vu à la toute fin, on l'a vu à Nice avec Christian Estrosi, on l'a vu faire quelques émissions, mais il n'a pas non plus donné énormément de gages à la Macronie. Et au final, moi je pense que là, ils sont effectivement plus que chafouins, mais ça peut se comprendre parce qu'il y a eu 0 discussion pour l'instant de circonscription. Il y a quand même un truc un peu étrange, moi je trouve, dans cette phase, comme si c'était laissé piéger tout seul, ou comme si c'était piégé tout seul, c'est-à-dire à soutenir d'abord et à négocier après. C'est-à-dire que jusqu'à la fin du second tour, il a soutenu, du bout des lèvres parfois, etc., mais il a soutenu. Et puis tout d'un coup, il s'étonne de ne pas pouvoir négocier. C'est un peu tard, en fait. C'est un peu étrange comme façon de faire. Effectivement, l'analyse est intéressante. Nathalie Segonne, vous parliez des circonscriptions, etc., mais c'est important au point que le président s'en occupe personnellement du choix des députés qui vont être nommés circonscription par circonscription. Déjà en 2017, il a validé toutes les candidatures. Il connaît toutes les circonscriptions extrêmement bien, sur le bout des doigts, qui est sortant, qui autrefois était député. Il connaît la carte électorale par cœur. Il a une mémoire en plus phénoménale, donc ça aide. Et par ailleurs, vous savez très bien, on l'a tous dit depuis 5 ans, c'est lui qui décide de tout dans cette Macronie. Tout remonte à lui. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas le temps de... Puisqu'on nous dit que là, jusqu'à maintenant, il s'est occupé des législatives. Et que maintenant, à partir d'aujourd'hui ou de demain, il va commencer à s'occuper du Premier ministre. Donc, vous voyez bien que tout remonte à lui. Oui. Après, j'ai oublié votre... Non, c'était ça. C'était à quel point il rentre dans la cuisine politique. Il rentre vraiment dans la cuisine, mais il ne faut pas que ça se sache. Oui. C'est Alexis Collère qui dit on veut pas laisser voir les arrière-cuisines. Oui. Parce que ça pue, c'est raté, parce que ça sort. Ça sent pas bon, c'est pas beau à voir. Ça sort forcément, ces infos-là. Oui, voilà, alors, ça sort pas beaucoup sous Emmanuel Macron. Moi, je trouve par sortir, quand on compare avec les présidents d'avant, je trouve que ils ont bien verrouillé tout ce qui se passe au palais, très honnêtement. Les quelques fuites, ce sont eux qui les font fuiter et qui les instrumentalisent. Il ne faut pas être naïf non plus en tant que journaliste. Bien sûr. Donc c'est le pouvoir qui, à mon avis, détient tous les secrets dans les mains. Oui, alors, autre prise de parole importante aujourd'hui, celle de l'ancien président de la République, François Hollande. Il était sur France Info pour torpiller l'accord naissant entre LFI et le Parti Socialiste. Écoutez. Je pense que cet accord ne sera pas accepté. Pourquoi ? Parce qu'il est précisément inacceptable sur le plan de ce qu'il représente électoralement, la disparition de toute candidature socialiste dans les 2/3 ou 3/4 des départements. Et deuxièmement, il met en cause des principes mêmes qui sont les fondements de l'engagement socialiste. Mais s'il l'est, vous ferez quoi ? Quoi qu'il se passe, et je souhaite que cet accord soit revu ou repoussé de manière à ce que le Parti socialiste puisse, avec ses partenaires écologistes, communistes, envisager une autre union. Mais quoi qu'il arrive, il faudra refonder le Parti socialiste. François Hollande, vous dites... On entend encore cette phrase, il faudra refonder le Parti Socialiste. Je ne sais pas si ça veut dire encore quelque chose. Benjamin Morel, ça veut dire quelque chose parce que le PS a encore des régions, a encore des municipalités parfois importantes. Est-ce que ça pèse quand même dans les négociations avec LFI ou alors pas du tout parce que voilà, il y a une telle bérésina électorale à la présidentielle que... Ça peut peser parce que vous avez un PS qui est quand même très très divisé. Il y a une ligne anti-alliance avec l'AFI, puis même vous avez une ligne hollandienne qui a toujours posé problème à la présente direction. On a un parti qui aujourd'hui est à la fois très féodalisé. Vous parliez tout à l'heure d'un parti très implanté dans les collectivités territoriales. Le revers de ça, du coup, c'est que les élus locaux, qui peuvent avoir leur propre intérêt local, ne sont pas toujours en ligne avec la direction. Et d'un autre côté, ce parti est aujourd'hui dans une situation très très difficile en vue des législatives. On l'a dit, mais le financement des partis politiques,
il est lié au résultat que vous faites aux législatives. Et vous devez faire plus d'1% dans 50 circonscriptions, et ensuite, c'est payé à la voix. Et même si vous avez un groupe politique derrière, l'argent qui est mis sur le groupe politique n'existe que si jamais vous avez la première partie du financement, c'est-à-dire les 1% dans 50 circonscriptions. Donc, le Parti socialiste, qui aujourd'hui, comme ELV, est dans une situation financière quand même pas tout à fait enviable, est dans une situation difficile. Par ailleurs, le PS voudrait maintenir un groupe. Or, il faut bien comprendre qu'aux législatives, l'une des règles de base pour comprendre cette élection, c'est que c'est une élection qui profite aux alliances électorales. Plus votre camp est uni, plus vous avez une chance d'atteindre le second tour. Si jamais votre camp est divisé, eh bien à ce moment-là, il y a toutes les chances, comme à une présidentielle en réalité, sauf période de triangulaire. Mais si on part sur une abstention 50%, il y aura très peu de triangulaires. Et donc à partir de là, il faut arriver à unifier votre camp. Aujourd'hui, le camp de la gauche, il ne s'unifie pas sans LFI. Et si vous n'avez pas LFI, vous avez toutes les chances possibles pour que la plupart des seconds tours des législatives se fassent entre l'AREM, qui tient son électorat mobilisable, électorat qui sera là, parce qu'électorat plutôt centriste, dont les caractéristiques sociologiques le conduisent à se mobiliser, et de l'autre côté, la droite, voire l'extrême droite. Donc pour le PS, même si c'est l'alliance de la carpe et du lapin, eh ben, malgré tout, il faut y aller. C'est un gros plan sur le vote rural que je vous propose maintenant. Si dans les grandes villes, Emmanuel Macron s'est largement emporté, Marine Le Pen est arrivée en tête dans les petites communes. Un exemple, on est dans la Sarthe, on est à Écomois, où la candidate du Rassemblement national a obtenu 51% des suffrages exprimés. Reportage signé Cécile Sixou. Il y a 5 ans, les habitants d'Écomois avaient voté à 55% pour Emmanuel Macron. Cette fois, Marine Le Pen est arrivée en tête avec près de 52% des voix. Sur le marché, ces résultats n'étonnent pas les habitants. Beaucoup se sont sentis oubliés lors du dernier quinquennat. Oui, on s'en fout. D'ailleurs, il n'y a plus de commerce, pratiquement. Tout est parti dans les petits villages, partout aux alentours. Et pas des gens qui sont dans le besoin. On n'a rien à foutre. Le capitaliste, lui, ils font de l'argent de plus en plus, et c'est tout. Les habitants ont voté pour exprimer leur mécontentement. Déçus par trop de promesses politiques non tenues, ils n'attendent plus rien du président élu. On nous promet peut-être que le gasoil, il devait baisser, apparemment il va remonter d'ici quelques temps. Au niveau des retraites, on nous promettait que ça serait peut-être éventuellement 64 ans, ça va être revenu à 65 ans, ça va passer d'office. Enfin, c'est des tas de choses comme ça. On nous promet avant, puis maintenant, depuis qu'on est élu, on ne fait plus rien. Ils disent ce qu'ils veulent, hein. J'ai aucune confiance en ces hommes-là. Voilà, ils font ce qu'ils veulent avec les chiffres, ils font ce qu'ils veulent avec tout, et ils ont le pouvoir sur tout. Donc clairement, voilà, c'est pas, je peux pas avoir confiance dans ces choses-là. D'autres espèrent qu'Emmanuel Macron remette des services publics au cœur de ces communes rurales. On n'a plus de perception, la poste elle est partie, elle va même partir peut-être, tout ça. C'est primordial tout ça dans la ruralité. Voilà, et c'est pas assez occupé de la ruralité, je trouve. Et, Madame Leroux. Ah non, mais c'est sûr qu'on se sent de plus en plus isolé. Voilà. Et que malgré toutes les promesses, ça ne débouche pas sur grand-chose. Voilà. Pour le maire de la commune, le vote du second tour à Écomois reflète une tendance des petits villages de la Sarthe. On a atteint des scores à 68%, 69%, 70% dans les petites communes à 15 km d'ici. Oui, c'est assez étonnant. Étonnant car ces communes, situées à 30 minutes du Mans, ne sont ni isolées, ni sinistrées économiquement et encore moins confrontées aux problématiques liées à l'immigration. Pour lui, cette poussée du vote RN est liée aux réseaux sociaux, caisse de résonance des problématiques de la ville. Le rôle des réseaux sociaux rapproche considérablement les problèmes qui sont vécus dans les villes des gens qui sont à la campagne. Ça crée une peur. Ça crée une peur qu'ils ne viennent pas chez nous se greffer des problèmes qu'il y a dans les villes. Un sentiment de peur plus qu'une réalité pour le maire d'Écomois. Pour regagner l'électorat de ces communes rurales, Emmanuel Macron va devoir se pencher sur les réclamations de ses habitants lors des 5 prochaines années. Ce qui est intéressant dans ce reportage, et puis plus globalement l'analyse des chiffres de dimanche, Nathalie Seconde, c'est que cet ancrage local du Rassemblement national, il se renforce grande élection après grande élection, on va dire ça comme ça, et notamment présidentielle après présidentielle. Marine Le Pen, là, alors les projections sur les législatives,
Elles veulent peut-être pas dire grand-chose. Je vous dois hocher la tête, Benjamin Mal, mais quand même, on parle d'une centaine de députés potentiels pour le Rassemblement national. Vous y croyez pas? Non, et c'est pas du tout moi ce qu'on me dit, c'est qu'ils ont quand même... Ils ont quand même du mal. C'est un électorat qui s'abstient beaucoup plus que, par exemple, l'électorat d'Emmanuel Macron. Et ensuite, ils ont du mal à trouver des représentants. Enfin, on l'a vu aux dernières législatives en 2017, ils avaient du mal à trouver même des candidats, même dans des endroits où ils ont beaucoup d'électeurs. Donc, je ne crois pas tellement... moi, j'entends plutôt parler d'un groupe RN à 20, entre 20 et 30 députés. Si, ils ont un groupe. Oui, vous êtes beaucoup moins pessimiste. C'était un sondage Harris Interactive pour Challenge. Alors, on l'a montré une seule fois parce qu'on a décidé d'être prudent et de ne pas feuilletonner toute la semaine avec cette seule projection proposée vers les législatives. Mais là, on était, soit avec ou sans alliance, on était autour d'une centaine de députés. N'oubliez qu'aux dernières législatives, le RN a 7 députés. Pour arriver à emporter les législatives, il y a 3 conditions qui ne sont pas remplies. D'abord, l'électorat n'est pas mobilisable. C'est un électorat qui s'abstient en règle générale hors présidentielle. Alors peut-être se mobilisera-t-il, mais quand bien même. Ensuite, il faut avoir un système d'alliance. Ça a changé dès le soir de la présidentielle. Enfin, l'attitude de Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon au soir du second tour n'est pas du tout la même qu'il y a 5 ans. Donc il y a peut-être une mobilisation potentielle de leur électorat. On a quand même un électorat. L'électorat mélenchoniste est paradoxalement plus mobilisable. Là, ça va être relativement compliqué. À voir, ça peut, mais quand bien même. Le deuxième élément, c'est qu'il faut être pris dans un système d'alliance. On l'évoquait tout à l'heure pour atteindre le second tour. Là, la situation avec Éric Zemmour n'aide pas. Et par ailleurs, l'électorat LR compatible, il va y avoir des candidats LR. Donc ça va être très compliqué d'atteindre ne serait-ce que le second tour. Vous atteignez le second tour, le mode de scrutin a été fait pour les partis centristes. Le centre se retrouve face à la droite, la gauche vote pour lui et vice-versa. Quand vous êtes le RN, quoi qu'il arrive, tout le monde vote contre vous. Et donc à partir de là, vous êtes structurellement sous-représenté, à part lorsqu'il y a eu la proportionnelle en 1986, le RN, enfin le FN à l'époque, n'a jamais eu de groupe parlementaire. Alors c'est intéressant, Bérangère Borne, parce que jusqu'à présent, le Rassemblement national snob Éric Zemmour et le parti Reconquête, alors qu'on pourrait se dire, fort de cette analyse, qu'il va en avoir besoin, malgré tout. Là, les projections, s'il y en avait, avec la valeur qu'elles peuvent avoir, mais ça dresse un tableau qui consisterait à imaginer avoir Éric Zemmour à 7% et avec 0 élu, en vérité. Le risque pour Marine Le Pen, il est... Enfin, on peut comprendre qu'elle ignore cet électorat-là. Je veux dire, enfin, cet électorat non, mais je veux dire, Éric Zemmour n'est finalement pas du tout là où il pensait être, et au final, sur ces législatives, ça va se terminer probablement avec 0 élu. Quel est le risque qu'elle prend, sincèrement, à est-ce que ça ne change pas du tout la donne si elle s'allie avec les candidats Reconquête dans certains territoires? Elle gagnera 5 députés, mais elle entretiendra, grâce à elle, un parti et un candidat qui n'ont qu'un objectif, prendre sa place en 2027, et avec des financements qui, par ailleurs, lui permettront d'avoir les reins solides pendant 5 ans. Donc, entre 5 députés et entretenir un rival qui n'a qu'une envie, c'est de vous évincer, je dirais que le choix apparaît assez évident. Vu les divergences... Oui, je pose une question quand même, parce que je vais rebondir sur ce que vous disiez, Nathalie Segonde, qui est tout à fait juste. Je me rappelle que je crois que c'était les élections municipales, le RN avait proposé aux femmes de garder leur nom de jeune fille, rappelez-vous, pour ne pas être justement identifiable facilement par l'électeur. Pourquoi? Parce qu'il y avait quand même un plafond de verre, vous voyez. Et il me semble que vous avez raison, la projection de 100 sièges, je ne sais pas sur quoi elle se base, mais il faudrait avoir un nombre de personnes à présenter, de personnes députables, je ne sais pas si ça se dit. Et en tout cas, je crois que le RN manque absolument de force. Ils n'ont pas les forces vives, donc ça sera déjà le premier handicap pour eux. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je rappelle le titre de votre livre, Bérangère Borne, Le Sioux. Portrait biographie d'Édouard Philippe, publié aux éditions de l'Archipel.